Bienvenue à l'Université populaire de Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler d'idées concrètes pour enrayer la discrimination à l'encontre des jeunes de quartier et favoriser leur insertion professionnelle. Le taux de chômage dans les quartiers est de 2 à 3 fois supérieur au taux de chômage que l'on rencontre dans la moyenne nationale. Dans certains quartiers, on monte même jusqu'à 45%. Évidemment, c'est une situation absolument inacceptable et vous entendez régulièrement des hommes politiques vous expliquer qu'ils ont des solutions magiques. Évidemment, je vais vous dire aujourd'hui que ceci ne marche pas, mais il y a quand même un certain nombre d'idées concrètes que l'on peut essayer de proposer pour enrayer ces situations de chômage. Première proposition, je vais vous proposer, c'est de vous mettre dans la situation d'un chef d'entreprise. Quand vous êtes un chef d'entreprise, quand vous êtes engagé sur ce sujet, vous avez peut-être la conviction que les problèmes de discrimination ne se poseront pas dans votre entreprise. Vous avez peut-être le sentiment que vous et vos équipes sont de bonne volonté, donc qu'il n'y aura pas de problème majeur. Eh bien, probablement, vous vous trompez. La première chose à faire pour enrayer concrètement ces situations de discrimination, c'est de s'organiser. S'organiser, ça signifie d'abord qu'il faut que vous, en tant que chef d'entreprise, vous preniez la parole dans votre entreprise pour dire à vos managers qu'il faut faire remonter ce sujet sur le haut de la pile dans les priorités nombreuses qu'ils ont à gérer, parce que finalement, le gros sujet de la discrimination, un des gros soucis, c'est que celle-ci se niche dans des pratiques d'entreprise très régulières, dans de la routine, dans de la facilité, et que malheureusement vous allez avoir un certain nombre de situations où des managers vont discriminer sans forcément s'en rendre compte. Un exemple très concret, qui part peut-être d'une bonne intention, en tout cas qui est très régulier, si vous êtes en situation de recrutement, vous allez avoir beaucoup d'entreprises où le recrutement, ça va signifier s'adresser à un réseau de gens que l'on connaît. Pourquoi pas passer une candidature vis-à-vis de son ancienne école ou de son ancienne université. Ça va signifier aussi, quand vous êtes face à un candidat en entretien, que vous aurez peut-être plus de facilité avec des gens qui ont les mêmes loisirs que vous, qui ont le même parcours, qui ont le même vécu. Le résultat, c'est que vous êtes en train de produire de la discrimination parce que vous recrutez des gens qui vous ressemblent et vous allez sans doute retrouver ces mêmes situations ensuite en gestion de carrière. Donc la première action à faire, c'est de s'organiser, c'est de partir du principe que ça va ne pas se mettre en place tout seul simplement par de la bonne volonté, et il faut absolument donc que vous engagiez votre entreprise à revoir ses process en termes de recrutement, en termes de gestion de carrière, en termes de rémunération, pour installer une véritable égalité de traitement à l'intérieur de l'entreprise. Vous pouvez aller plus loin, bien entendu, vous pouvez même vous engager sur un certain nombre d'outils qui existent, comme par exemple le label diversité. Et puis il y a un point extrêmement important dans ce que vous allez devoir déployer, c'est celui de la formation. Alors la formation à la lutte contre les discriminations, elle est aujourd'hui obligatoire, mais elle n'est peut-être pas suffisante. Parce qu'en fait, cette formation aujourd'hui, elle consiste pour beaucoup à faire un rappel de la loi. C'est-à-dire, on va vous expliquer comment rédiger une annonce, on va vous dire les questions à ne pas poser dans un entretien de recrutement, on va vous rappeler les critères de discrimination. Donc tout ça est évidemment nécessaire, mais pas forcément suffisant, parce que les recruteurs que vous avez, dans l'immense majorité des cas, vont être de bonne volonté. Les recruteurs racistes existent, mais ils sont très peu nombreux. Et finalement, ce qui va les amener à être discriminants, même si vous leur avez rappelé la loi, c'est un certain nombre de stéréotypes et de préjugés qui les amènent à faire de la discrimination indirecte, inconsciente, qui est vraiment l'essentiel des discriminations. Alors il faut lutter contre ces stéréotypes et ces préjugés, préjugés très classiques. Pour prendre des exemples concrets, si vous regardez les populations asiatiques, vous allez avoir des préjugés très forts quand vous interrogez les managers, où on va vous dire ce sont des préjugés plutôt positifs, ce sont des gens travailleurs. Voilà. Si vous interrogez des managers sur les jeunes maghrébins ou les jeunes français d'origine maghrébine, là vous allez voir un certain nombre de stéréotypes qui vont sortir aussi, qui pour le coup sont pas très positifs. On va vous dire ils sont difficiles à gérer, ils ont un rapport avec l'autorité qui est parfois compliqué. Derrière, vous avez sous-jacent à ça, bien entendu, la peur et l'incompréhension vis-à-vis de l'islam qui va se nicher. Et là, vous avez des stéréotypes qui jouent leur effet à plein. Si vous généralisez ce préjugé à l'ensemble des publics et aux gens qui sont en face de vous, vous pouvez, même inconsciemment, prendre des décisions qui sont complètement discriminantes. Donc il faut être effectivement très attentif à ça, et ces préjugés, ça se travaille avec l'outil de la formation et avec aussi l'outil de la rencontre. Un deuxième conseil,
vous êtes toujours entrepreneur, vous avez mis en place toute une politique en interne pour lutter contre les discriminations, pour instaurer l'égalité de traitement. Eh bien écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ça ne suffira pas. Parce qu'il faut aller maintenant au contact de ces publics potentiellement discriminés pour des raisons assez simples. Première raison, ces jeunes n'ont pas de réseau, ils ne connaissent sans doute pas votre existence et pour certains, ils vont même être dans l'autocensure, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas oser venir candidater chez vous. Donc il faut aller sur le terrain, à leur rencontre, pour effectivement faire en sorte de leur ouvrir les portes de votre entreprise. Il y a un certain nombre de solutions très concrètes qui existent. La première d'entre elles, allez dans les établissements scolaires, allez voir ces jeunes, proposez-leur des stages, proposez-leur des visites d'entreprise, parlez-leur de la vie après l'école, de vos métiers, des métiers des autres entreprises pour qu'effectivement ils aient un jour, pourquoi pas, envie d'y aller à leur tour. Envoyez vos collaborateurs dans des démarches de coaching, de mentorat. Vous pouvez le faire auprès de jeunes qui sont en risque de décrochage, vous pouvez le faire auprès de jeunes qui poursuivent leurs études supérieures, auprès de jeunes qui cherchent un emploi aussi, très concrètement. Et puis n'hésitez pas sur un certain nombre d'outils très concrets. L'apprentissage est une vraie solution pour permettre à ces jeunes d'intégrer le monde de l'entreprise, souvent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, très concrètement, et puis ensuite parce que quand ils sont installés en entreprise, en apprentissage, ils ont souvent l'occasion de démontrer leurs compétences et de s'installer et de surmonter les éventuels préjugés. Autre point, sortez des grandes écoles, allez voir les universités de terrain dans les quartiers, vous y trouverez une foultitude de talents. Et puis un dernier conseil, n'hésitez pas aussi à passer par les associations. Il y a des associations spécialisées qui travaillent à faire émerger des talents venant de quartiers populaires et il faut pourquoi pas travailler avec elles pour effectivement diversifier votre recrutement. En résumé, vous êtes entrepreneur, il ne faut pas simplement se défendre et se prémunir contre des risques d'attaque pour discrimination. L'objectif, c'est bien de transformer votre entreprise et d'intégrer la lutte contre les discriminations dans votre projet d'entreprise. Passons côté jeune maintenant. Vous êtes un jeune de banlieue, si tant est que ça veut dire quelque chose. Premier conseil à vous proposer, misez sur l'école. Misez sur l'école parce que le savoir est une arme pour effectivement vous permettre d'accéder à l'emploi. Les chiffres sont assez accablants. Si vous êtes Bac+2, vous avez 3 fois plus de chances d'accéder à l'emploi que si vous n'avez aucun diplôme. Et plus vous progressez dans votre formation, plus évidemment vous aurez des chances d'avoir les portes ouvertes. Pour vous donner un chiffre, si vous êtes ingénieur, les ingénieurs, ils ont 95% de taux d'accès à l'emploi au bout de la première année. Donc ça signifie que quelle que soit votre origine, votre couleur de peau, votre religion, il y a quand même, avec un titre d'ingénieur, plus de facilité à rentrer sur le marché de l'emploi. Alors tout ça, bien sûr, il faut le relativiser. Ça n'est pas vrai, le diplôme ne suffit pas. Il y a quand même des réalités dures. Si vous êtes Bac+2 toujours, si vous avez grandi dans un quartier, vous avez des taux de chômage 3 fois supérieurs à la moyenne des Bac+2. Mais quand même, miser sur l'école est un investissement important aussi parce que ça va vous permettre de sortir du quartier, d'aller vivre des expériences qui vont nourrir votre projet professionnel, de vous former un début de réseau, sans doute de vous donner aussi confiance en vous et confiance dans ce que vous avez envie de faire. Donc profitez de cette période autant que possible pour aller le plus loin que vous pouvez dans votre parcours scolaire. Donc n'oubliez pas que votre insertion professionnelle se joue très tôt, dès ce que vous allez faire durant vos études, pour acquérir les codes, pour acquérir les réseaux. Quand vous vous présenterez sur le marché de l'emploi, vous avez peut-être aussi une situation évidemment qui va se présenter, c'est que vous allez parfois, pour certains d'entre vous, trouver la porte fermée. Ne vous découragez pas, ça signifie peut-être aussi que vous avez d'autres voies de passage. Je vous cite une étude. Aux États-Unis, le constat c'est que sur les 20 premières entreprises du high-tech, les 20 plus grandes, vous en avez 13 qui ont été créées par des migrants de première génération ou de deuxième génération. Sans doute des gens à qui on a fermé la porte dans ce pays où les discriminations sont très fortes et qui ont trouvé moyen de passer par la fenêtre parce que leur parcours, leurs identités multiples, leur résilience, leur envie a fait qu'ils ont développé ces possibilités de créer leur propre activité et pourquoi pas ne pas l'envisager pour vous-même. Quatrième et dernier conseil pour les jeunes, moi ce que je vous suggère, c'est défendez-vous. Évidemment, défendez-vous. Le poids des discriminations en France, on le connaît. Si vous vous appelez Mohamed, que vous avez un Bac+2, vous devrez envoyer 4 fois plus de CV que le candidat Michel avec le même diplôme pour accéder à un entretien. Donc on voit qu'il y a un poids de ces discriminations qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, pourtant, on est dans une situation où il y a très peu de recours. Pour ceux qui se disent discriminés,
vous avez à peine 8% des personnes qui se sont dit victimes d'une discrimination qui vont entamer une procédure pour réclamer justice à l'employeur qui leur a opposé ces décisions. C'est évidemment très faible. Évidemment, ce que l'on voit, c'est que quand on interroge les victimes de discrimination, ils répondent qu'ils n'ont pas envie de se mettre dans une position de victime, ils préfèrent en rester là et passer à autre chose. Tout ça peut s'entendre. Mais dites-vous bien que si vous menez une action contre une discrimination dont vous avez été victime, vous n'êtes pas en train de réagir pour vous-même, vous êtes en train de réagir pour tout le monde, pour tous les autres, pour tous ceux qui viendront à votre suite se présenter. Il ne faut pas laisser les recruteurs dans une situation d'impunité et il ne faut pas laisser grandir ce sentiment d'injustice. D'autant plus que l'arsenal législatif est en votre faveur. Aujourd'hui, si vous êtes victime d'une discrimination dans l'accès à l'entreprise, vous pouvez attaquer très concrètement, par exemple devant le défenseur des droits, et ce sera l'employeur qui doit prouver que sa décision n'est pas discriminante, qu'il avait des raisons objectives de ne pas vous recruter. Donc, lancer ce genre de démarche, évidemment, pour faire en sorte que les entreprises soient plus actives et que ça ne repose pas uniquement sur leur seule bonne volonté. Pour conclure, au-delà de ces 4 conseils, on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Le fait est qu'il n'y a pas de formule magique, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire. Par contre, il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est encore loin d'être réelle. On est encore dans un pays où on a l'illusion créée par une égalité en droit et où on a le sentiment qu'il suffit d'être un peu de bonne volonté pour s'en sortir. Si on veut, on peut, paraît-il. Ben écoutez, moi je n'y crois pas. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Je suis partisan de l'action positive, du fait que l'on mette en place un service public ou une concession de service public avec des moyens supplémentaires pour aller permettre à ces jeunes d'accéder à l'enseignement supérieur et d'accéder à l'emploi pour tous les jeunes issus de milieux populaires, ceux des quartiers, mais aussi, pourquoi pas, ceux des zones rurales, ceux qui sont dans les bassins désindustrialisés. Et je suis persuadé que c'est en faisant ce pari de l'action positive, qu'en renonçant à cette idée de se dire que l'égalité va marcher comme ça de manière magique, que l'on va donner de la consistance à un projet républicain en marche pour tous.